Je me rappelle aussi que Biden est parti à 80 ans. Moi, j'en ai 72. Il y en a qui pensent que je suis trop vieux. Donc, je pense que... Vous pensez le contraire. Hein? Vous pensez le contraire? Vous n'êtes pas trop vieux? À 72, 73 ans maintenant? Je pense que l'âge n'a rien à y voir. Ce qui est important, c'est l'apport qu'on peut avoir. Quelle expérience qu'on apporte. J'ai passé 25 ans de ma vie à travailler dans les autres pays pour régler les problèmes dont nous souffrons. Et chaque fois que j'ai pris la parole, que ce soit au Togo, ou bien à RDC, ou bien au Libéria, ou bien, et j'en passe, la première question qu'on me pose, c'est « Mais chez vous alors? Pourquoi vous ne faites pas ça ?» Donc, je pense que je pense, n'est-ce pas, que j'ai acquis des connaissances et une expérience qui pourrait aider mon pays. Et chaque fois que je vois ce qui se passe, ça me fait mal. J'ai une position quasiment, unique, parce que j'ai grandi dans une famille politique. J'ai vu mon père lutter pour la réunification. J'étais empoisonné à 10 ans pour les problèmes politiques. Je sais ce qu'être anglophone et je sais ce qu'être marginalisé, parce que j'en ai souffert. Donc, pour d'autres personnes, peut-être la politique c'est un jeu, mais pour moi c'est un vécu. À 72 ans, bientôt 73, il ne se voit pas comme un vétéran en quête d'un dernier souffle, mais comme un sage doté d'une vision forgée par des décennies d'engagement et d'expérience. Sur le plateau de À vous la parole face à Jean-Jacques Zé, il s'affirme candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, déterminé à briser les chaînes qui entravent le développement de sa patrie. Pour cet avocat international, le Cameroun est à un tournant décisif. Maître Akeremouna veut insuffler un changement radical, galvanisé par une carrière et une vie qui pourraient remplir les pages d'une encyclopédie. Pourtant, cet homme de conviction originaire du Nord-Ouest se heurte à une réalité amère. Il n'a pas été sollicité pour participer à des initiatives comme le Grand Dialogue National de 2019, pourtant crucial pour une crise qui touche directement sa région natale. Un paradoxe pour un homme dont l'expertise aurait pu faire la différence. On écoute Akeremouna. J'ai, après avoir essayé par-ci, par-là pour résoudre le problème, on n'a pas pu. J'ai approché l'Africa Forum, qui est l'association des anciens chefs d'État africains. J'ai eu rendez-vous avec le président Thabo Mbeki, qui a été désigné par le président du groupe, de voir ce qu'il avait lieu de faire. Il est donc question d'avoir un forum au Kenya. Le président Uhuru avait donné son accord, où on inviterait 500 Camerounais de tous les bords pour s'asseoir et parler comment résoudre ce problème. Le président Thabo Mbeki avait son mandat, il a écrit, il a demandé, bon, qu'on n'a pas répondu, et on planifie cette réunion donc pour Nairobi, avec l'accord et avec le soutien de quelques pays étrangers. Mais quand on avançait vers la date pour convoquer les uns les autres, il y a eu Covid. Et ça qui a donc suspendu le processus. Donc vous voyez bien que je travaille dessus. Je voyage, je parle aux Camerounais et je leur dis que la voie de la violence, est-ce que ça mène nécessairement à la solution? Il y en a qui commencent à comprendre. Et la même question est posée à l'État. Où ça nous a amené cette voie de la violence? Alors, si au soir d'octobre 2025, vous êtes élu président, vous allez régler définitivement cette affaire. Vous avez les clés? Je sais de quoi il s'agit. Et régler un problème, c'est tout d'abord de savoir de quoi il s'agit. Il y en a qui parlent, qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit. J'ai vécu dedans. J'étais dans la promotion quand il y a eu la réunification. Je sais de quoi il s'agit. Donc, dites-vous bien, cher ami, l'Assemblée nationale n'a jamais convoqué qui que ce soit. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe au Nord-Ouest? Quels sont les problèmes? Grand débat, merci beaucoup. On m'a invité là-bas, j'ai écouté. Au Grand Dialogue. Au Grand Dialogue, excusez-moi, le Grand Dialogue. J'y étais. Je n'avais pas droit à la parole. On vous a refusé la parole ou vous n'avez pas trouvé d'intérêt à prendre la parole? Mais écoute, il y avait une liste de gens qui nous donnaient la parole, déjà dressée. J'ai vu huer le sultan Bobo Joya, dans Joya, je ne sais pas, c'est Bobo Joya. J'ai vu huer
parce qu'il a seulement suggéré qu'il faut une limitation de mandat. L'idée d'une limitation de mandat simple pour beaucoup, mais une hérésie pour le régime en place. Pourtant, c'est précisément sur cette notion qu'Akeremouna bâtit son discours et son projet pour 2025. Pour lui, il est inconcevable qu'un pays aspire à un avenir meilleur sans instaurer un mécanisme qui empêche l'accaparement du pouvoir pour une poignée d'élite. En 2025, le Cameroun pourrait connaître l'une des élections les plus décisives de son histoire. Akeremouna en fait un cheval de bataille, mêlant son expertise politique à une profonde empathie pour les régions meurtries par les conflits. Parmi ses priorités figure la résolution de la crise dite anglophone, où il dénonce l'inaction flagrante et l'irrespect des promesses de décentralisation et du statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon lui, ces engagements sont restés lettres mortes, aggravant les souffrances des populations. Ce combat dépasse le simple cadre régional. Akeremouna voit dans la limitation des mandats un outil pour instaurer une gouvernance responsable et mettre fin à la spirale d'instabilité qui ronge le Cameroun. Pour lui, il s'agit d'un impératif démocratique, un levier pour construire un avenir où le pouvoir ne sera plus un privilège, mais une responsabilité partagée. On l'écoute une fois de plus. Statut spécial. Et statut spécial, cher ami, était dans la Constitution en 1996, qui était en fait mis dans la Constitution par ruse. Parce que mon père, le docteur Fontaine, insistait que le système qui est si mieux au problème anglophone, c'est un système fédéral. On a dit, bon, région autonome, ça va aller. Ils ont dit non, il faut un système fédéral. Il dit non, en tout cas, ce qu'on va faire, on va faire des régions autonomes. Et s'il y a des choses qui restent qu'on n'a pas, on va donc amender. C'est pour ça qu'on va mettre dans la Constitution statut spécial. En 1996. Oui. Et on nous sort ça du chapeau, comme un lapin, pour dire, bon, écoutez, bon, ben voilà, statut spécial, ça va régler les problèmes. Ça règle quoi? Décentralisation? Qu'est-ce qui est décentralisé? On a un ministère de la décentralisation qui centralise tout ce qui se passe. Il y a des délégués du ministère de la décentralisation dans les mêmes régions. Mais de qui se moque-t-on? C'est une mauvaise option. Ce n'est pas une option parce que rien n'est décentralisé. C'est même un renforcement du pouvoir central. On a un système qui est fait d'un réflexe où on a peur que les personnes élues parlent. Alors, la crise anglophone, c'est un sujet fondamental de la campagne électorale. La crise pour anglophone, ceux qui aspirent à gérer le Cameroun. Écoute, la crise anglophone concerne tout le pays. Oui. Vous avez entre 700 000 et 1 million de personnes qui sont parties de chez eux. Et je saisis toujours l'occasion pour dire que l'histoire de vie, de living together, de vivre ensemble, ça concerne les gens qui font des discours. Parce que les Camerounais accueillent du côté francophone des centaines de milliers d'anglophones. Oui. Ils leur donnent le terrain, ils leur donnent les maisons. J'ai vu une femme de mon village à Bangkok où je suis parti à Douala. Elle m'a reconnu. On lui a donné le terrain, elle vend maintenant le bobol. Je lui ai dit, mais si la guerre finit, tu vas partir, repartir. Elle me dit, je ne suis pas sûr. Donc je pense que le Camerounais ordinaire, qui veut seulement survivre, connaît ce que c'est vivre ensemble. Bon, on a monté ça en discours. Il n'y a pas de haine entre les Camerounais. Il y a des gens qui pensent que la haine peut être un bon outil politique. C'est regrettable. Alors, pour sortir de ce sujet, est-ce qu'il y a, pas un bâton magique, est-ce qu'il y a une méthodologie qui puisse être efficace pour qu'on sorte quand même de cette situation qui a déjà suffisamment endeuillé le Cameroun? Un seul mot, le dialogue. Le dialogue. Un dialogue sur cette crise, oui, mais avec qui? Le grand dialogue national tenu à Yaoundé en 2019 a été vendu comme une tentative historique pour mettre fin à la crise anglophone. Mais très vite, il est apparu comme une vaste mise en scène. L'absence des principaux protagonistes de la crise, notamment les leaders séparatistes et les représentants de la diaspora anglophone, a vidé de sa substance ce dialogue tant attendu. Maître Akeremouna dénonce ici ce qu'il considère comme une mascarade politique, une opportunité manquée de guérir les plaies profondes d'un pays en crise.
Mais alors, à qui profite réellement cette crise? Certains acteurs semblent tirer profit de l'instabilité qui gangrène le nord-ouest et le sud-ouest. Les contrats de défense, les financements pour la reconstruction et même les détournements liés à l'aide humanitaire alimentent les intérêts obscurs. Pendant ce temps, les milliers de vies continuent d'être brisées. Des villages sont rasés et l'espoir s'amenuise. Pour Maître Akeremouna, la solution ne réside pas dans un simulacre de dialogue orchestré par le pouvoir. Ce qu'il propose, c'est une table ronde véritablement inclusive où chaque acteur, y compris les groupes armés, pourrait être entendu. Dialoguer avec qui? C'est la question que tout le monde pose. Oui. Avec les concernés. Commençons par exemple, est-ce qu'il y a eu un débat à l'Assemblée nationale sur ce problème, ou au Sénat? Est-ce qu'un jour, moi, on m'a appelé et dit, bon, mais d'accord, vous êtes avocat, vous connaissez ce problème, quelles sont vraiment les doléances? Personne. Le consortium a commencé, mais on a fini par quasiment tous les arrêter. Pour dialoguer, il faut quand même connaître les interlocuteurs. Est-ce qu'on peut réussir à identifier ceux qui devraient ou doivent être les interlocuteurs pour établir un bon dialogue? Dialogue entre qui et qui? Dialogue, c'est entre ceux qui ont des doléances. On avait commencé avec le consortium, avec les Agobala et les autres. Comment est-ce qu'on a fait pour les retrouver? Je pense que c'est un faux problème. On va dialoguer avec qui? Ce que dit l'État tout le temps. Mais une chose est sûre, l'État ne peut pas être à l'origine du problème et pense mener ce dialogue lui-même. Les Suisses ont essayé, les Canadiens ont essayé, et on connaît les résultats. Il faut que l'État se mette en cause. Je dirais même mieux. En 2009, la Commission africaine des droits des hommes et des peuples avait rendu une décision qu'ils appellent communication, où ils ont dit que les anglophones du Cameroun sont marginalisés. Ils donnaient 6 mois à l'État de mettre en place un mécanisme. Cette décision a été entérinée par les chefs d'État de l'Union africaine. Donc c'est un problème qui est connu. Comment mettre en place? J'avais pensé que le forum des anciens chefs d'État de l'Afrique pouvait être un endroit. Mais il faut qu'on puisse se remettre en cause. On a l'impression que vous voulez remettre l'arbitrage ou la solution à l'étranger. Les Camerounais ne peuvent pas sortir de la situation. Non, je ne dis pas cela. Je dis que quand vous avez un litige, c'est toujours bien d'avoir une troisième personne. Pas parce qu'il mène, mais parce qu'il conseille. Il vous ramène tous vers un chemin objectif qui va arranger tout le monde. Mais on en est arrivé à un niveau où je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui profitent de ce conflit du côté économique. De deux côtés, on parle de kidnapping, on parle de tout ça. Ces gens-là, ils sortent d'où? Et si c'est ça la cause qui a été lancée. Le gouvernement parle de grands bandits. Oui, des grands bandits, mais les grands bandits, je pense qu'il y a des deux côtés. Hein. Ah oui! Il faut aller voir les investissements par certaines personnes. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse... Cette crise nourrit certains. Ah mais bien sûr. Même chose comme à l'extrême nord avec Boko Haram. Il y a des gens vraiment qui se font de l'argent là-dessus. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est les hommes de troupe qui se plaignent. Des plaintes que l'ancien bâtonnier compte bien balayer d'un revers de main grâce à son amour pour son pays. L'histoire se tisse à l'aube d'une élection présidentielle de 2018 lorsque Akeremouna fait un geste audacieux. Il choisit de se désister au profit de Maurice Kamto. Ce choix qui avait surpris plus d'un observateur portait en lui une profonde symbolique. Plus qu'une simple décision politique, il traduisait un amour désintéressé pour le Cameroun et une vision claire, celle d'une opposition unie capable de défier le régime en place. Aujourd'hui, alors que l'élection présidentielle de 2025 se profile, Akeremouna se projette avec une ambition renouvelée. S'appuyant sur les leçons tirées de 2018, il s'affirme désormais comme un candidat prêt à relever les défis monumentaux auxquels le Cameroun est confronté. Pour lui, cette élection est une opportunité historique, celle de rompre définitivement avec le passé et de bâtir un avenir où chaque Camerounais pourra se sentir partie prenante d'un projet commun. Akeremouna, en véritable architecte du changement, est prêt à relever ce défi avec courage et détermination. On l'écoute une fois de plus. En 2018, vous êtes candidat et on peut considérer qu'à cette époque-là,
la crise était plus forte, plus marquante, mais vous n'êtes pas allé au bout de cette candidature. Qu'est-ce qui nous indique qu'aujourd'hui, M. Akeremouna, qui constate qu'il y a l'inertie et qu'on n'a pas trouvé une solution à la crise anglophone, est engagé à aller jusqu'au bout? Le fait qu'on s'est habitué à la crise ne veut pas dire qu'elle est moins forte qu'en 2018. C'est qu'on s'est habitué à ce qu'on tue des gens, qu'on décapite les autres, que les militaires soient tués. On s'est habitué à cela. On pense que ça n'est plus. Et chaque fois qu'on dit que dans 3 mois, ça va finir. On s'est habitué à cela. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas pire qu'avant. Et je veux éviter de dire que ma candidature se repose sur la crise anglophone. Mais que non. Mon engagement politique est basé sur l'amour que j'ai pour mon pays. Parce que je pense qu'il y a des solutions qui sont là, qui peuvent nous sortir de là où nous sommes. Je veux vous dire, mon chauffeur, il est en train de faire un doctorat. Mon gardien, qui vient d'avoir son 6e enfant, et il a un baccalauréat, il est à l'université, il fait gestion. Mais c'est quoi? Ils sont particuliers, hein, mais votre personnel est particulier. Oui, justement, parce que je suis choqué quand je les vois. Je dis, mais ces gens-là, c'est quoi leur avenir? Mais je pense qu'il faudrait... Il y a des gens vraiment qui sont totalement dans la souffrance. Et on passe le temps à étudier les slogans, à bavarder. Il y a des gens qui souffrent dans leur chair. Je pense qu'il n'y a pas des... Mais maître, ce n'est pas nouveau ce que vous êtes en train de dire. En 2017-2018, on connaissait les mêmes réalités, mais des Camerounais ont été un peu déçus par votre attitude parce que vous êtes retiré sans véritablement donner raison. Est-ce que maintenant, ils peuvent compter sur vous, qui avez des solutions pour changer? C'est typiquement camerounaise. Oui. C'est-à-dire qu'on critique pour le plaisir. On dit qu'il faut des coalitions. Je me mets avec quelqu'un pour essayer de voir son... On dit, ah, mais voilà, il a abandonné, pourquoi il a fait? Maintenant, je suis en train de commencer, on dit, ah, il va faire la même chose. Moi, je pense que le chemin... Il faut les rassurer. Oui, il faut les rassurer. Cette fois-ci, j'y vais parce que le professeur Koum vous demande, écoute, monsieur le bâtonnier, je pense que vous pouvez faire l'affaire. Et nous sommes prêts à vous investir. J'ai accepté. Et je suis prêt. Et je vais commencer à dire que, bon, ben écoute, parce que je pense qu'une coalition rassure les Camerounais. Et la clé de ce changement pourrait bien résider dans une coalition de l'opposition. Mais hélas, tous aspirent à succéder à Paul Biya et aucun n'est prêt à se ranger derrière l'autre pour envisager une véritable alternance à la tête du Cameroun. Le tableau est clair. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le chef de l'État sortant, solidement installé aux commandes depuis 4 décennies déjà, n'affiche pour l'instant aucune intention de passer le flambeau. Face à lui, une opposition éparpillée et les luttes d'ego et les stratégies divergentes semblent avoir pris le pas sur l'urgence d'un changement de cap. Pourtant, certains commencent à entrevoir une lumière au bout du tunnel. Des figures emblématiques mêlant politiciens et membres de la société civile ont décidé de poser des jalons d'un espoir commun. Parmi eux, Akeremouna se distingue, investi comme candidat par le parti Univers de Prosper Nkumvondo. Ensemble, ils défendent le manifeste de la transition réfondatrice au Cameroun, un appel vibrant à repenser les fondements politiques et sociaux du pays. Ce manifeste ne se limite pas à une critique du régime en place. Il propose des solutions concrètes, états généraux, refonte des institutions, révision des priorités nationales. Autant de chantiers qui nécessitent un consensus, mais surtout une volonté collective. Cependant, Akeremouna va plus loin. Pour lui, ce n'est pas seulement une transition qu'il faut, mais une véritable force de reconstruction. Il prône une approche basée sur des piliers essentiels, la justice, la transparence et une réconciliation nationale qui mettra fin aux divisions historiques. On l'écoute une fois de plus. Mais la force de cette coalition pour la reconstruction du Cameroun, première chose, nous parlons de transition. Deuxième chose, mettre en place les conditions importantes, n'est-ce pas, pour
résoudre le problème, la crise anglophone. Et troisième chose, revoir notre système en matière de gouvernance et de corruption. Il y a d'autres piliers qui concernent revoir les textes, les institutions, les infrastructures. Il y a plusieurs parties, le social. Et c'est ça qui nous a fédérés. Nous avons passé des mois et des mois ensemble pour sortir ce document. Ce que j'avais déjà fait en 2018, j'ai rassemblé des experts, on a sorti un document de presque 500 pages qui fait une évaluation 360 degrés du Cameroun. Ce document, on l'a. Donc on a fait un travail de fond. Vous avez raison de dire, bon, c'est à base d'idéologie, est-ce qu'il y aurait 400 idéologies au Cameroun? Je n'en sais rien. Et tous les jours, c'est tous les jours que les gens se déclarent candidats. Moi, ça m'amuse un peu parce qu'on a des textes qui disent comment on devient candidat. Oui. Alors, je m'attendrai à ce que, quand tu déclares candidat, que bon, écoute, moi je suis candidat, je m'engage à être candidat parce que je vais prendre 330 signatures de chaque région, ou je vais faire ça, ou je vais faire ça. Mais là, c'est, je me déclare candidat. Alors, oui, on va parler de je me déclare candidat, mais au Cameroun, se sont dégagés pratiquement deux groupes pour parler de coalition. Ouais. L'ATP, l'Alliance pour une transition pacifique, ouais. L'APC, je pense que l'Alliance pour le changement, ouais. Qui semble déjà avoir trouvé son candidat, c'est Maurice Kamto. L'ATP est encore dans les démarches pour trouver un candidat. L'univers est signataire de la charte, on va le dire ainsi, de l'ATP. Le grand groupe dit être actuellement en train de chercher un candidat, mais vous, vous êtes déjà déclaré. Est-ce que vous ne doublez pas un peu cette initiative qui aurait... L'initiative de qui? De l'ATP, puisque l'univers est membre de l'ATP. Vous posez votre question à la mauvaise personne. Je devrais la poser au professeur Nkouvona. Je pense que oui. Non, mais pour être tout clair, je pense que ce n'est pas la peine de tourner en rond. Ces coalitions-là n'ont pas un statut légal. Ce sont des gens qui se mettent ensemble pour prendre le même chemin. Il n'y a aucune contrainte. Je peux d'ailleurs faire partie de plusieurs coalitions si je veux, parce que je veux que nous avançons. Peut-être même des gens qui sont plusieurs coalitions peuvent former un pont entre les différentes coalitions. Donc ce n'est pas ça le truc. Je suis en train de dire que quand le professeur Koumondo m'a approché pour être investi par l'UNIFER, j'ai dit oui, et là maintenant, j'ai rempli les conditions pour entrer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas discuter avec les autres, c'est absolument nécessaire. Une nécessité de discuter avec les autres membres de l'opposition pour le bâtonnier. 2025 doit marquer un tournant radical, mais il sait qu'un tel bouleversement ne peut se faire sans un front uni. Une opposition fragmentée, c'est offrir une victoire sur un plateau d'argent à l'adversaire, notamment le RDPC. C'est pourquoi il s'est dit favorable à l'idée d'un candidat consensuel, une figure capable de fédérer toutes les forces de l'opposition et d'incarner le changement attendu par des millions de Camerounais. Cette stratégie bien qu'audacieuse est sémée d'embûches. Entre ambition personnelle et divergence idéologique, les discussions avec les autres membres de l'opposition s'annoncent délicates. Mais Maître Akeremouna reste confiant. Il est convaincu que le Cameroun ne peut plus se permettre de reproduire les erreurs du passé. Un système désuet doit céder la place à une nouvelle vision portée par une opposition soudée et prête à remettre les intérêts du peuple au centre des priorités. Dans cette quête, Akeremouna joue un rôle clé. Plus qu'un candidat, il se veut un médiateur, un bâtisseur des ponts entre les différentes forces politiques. Le changement n'est pas une utopie, c'est une nécessité qui, selon lui, commence par une opposition forte, solide et prête à faire front commun pour tourner la page d'un régime qui s'accroche désespérément au pouvoir. Maître Akeremouna. Je suis favorable à une candidature unique, je n'en sais rien, mais je suis favorable à un candidat consensuel. Unique, ça va être difficile. C'est pour la différence. La différence est que un seul candidat. Candidat consensuel, ça veut dire que vous pouvez être à 30 et il y a deux personnes qui disent que c'est nous ou rien. Ça,
C'est ce que je voudrais. Au Sénégal, il y avait des gars comme Idrissa Seck, il y avait aussi l'ancien maire de Dakar, qui étaient des gars très puissants. Mais le peuple avait fait son choix et ils sont allés là où ils voulaient aller, en dépit de tous les candidats qu'il y avait. Alors, régulièrement, vous évoquez la transition. D'ailleurs, vous avez fait des communications là-dessus, vous définissez un peu la forme de cette transition. Pourquoi parler de transition dans notre pays alors que les institutions sont debout? Vous pensez que les institutions sont debout? C'est ce qui est. C'est ce qui est. Doutez. Je voulais dire que les institutions existent. Mais ils sont aussi debout. Quand est-ce que s'est tenu la dernière conseil haute de magistrature? C'est ça qui montre que les institutions... Je vous pose la question, je vous pose la question. Je vous pose la question. Il y a 5 ans. Et donc, il y a la transition. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit que vous avez affirmé que les institutions sont debout. Il y a 4 ou 5 ministres qui sont décédés. Ils ont été remplacés. Nous avons un problème systémique. Nous avons un train qui roule depuis 1961. Oui. Et nous constatons aujourd'hui que ce train perd la vitesse et si on ne fait pas attention, le moteur va s'arrêter. Et c'est le peuple camerounais qui va payer. Alors le train avance quand même, avec quelques manquements. Selon vous. Le moteur ronfle. S'il avance, je n'en sais rien. Il ronfle sur place? C'est possible. Moi je pense. Un système comme un train qui ronfle sur place depuis 42 ans. Depuis plus de 4 décennies, le Cameroun semble figé dans un statu quo où le pouvoir s'apparente à une locomotive vieillissante qui ronfle sans jamais avancer. Ce train, plombé par la malgouvernance et les scandales de corruption, continue de tourner à vide, incapable de répondre aux aspirations d'un peuple de plus en plus désabusé. Les institutions sont devenues des simples prolongements d'un régime qui privilégie la fidélité à la compétence, étouffant toute innovation et empêchant l'émergence d'une dynamique de développement. Pour Maître Akeremouna, ce système est à bout de souffle. Il faut réinventer les bases même du fonctionnement étatique en s'attaquant frontalement à la malgouvernance qui gangrène chaque secteur, de l'éducation à la santé en passant par l'économie. Un train qui ronfle sur place n'a pas besoin de réparations superficielles. Le Cameroun a besoin d'un nouveau moteur. Avec ses propositions, Akeremouna promet de remettre le Cameroun sur les rails, mais cette fois vers l'avant. On l'écoute une fois de plus. Si vous avez 8 ans, quand le président actuel est venu au pouvoir, aujourd'hui vous en avez 50. Et comme vous avez. Oui. Vous en avez 50. Oui. Et c'est le seul système que vous avez connu. Et on ne peut pas continuer à prêcher que bon, ben vraiment, on doit changer le système. Non. Tous ces gens-là, il y en a plein qui sont compétents, qui connaissent leur boulot. Il faudrait qu'on fasse l'espace, qu'on les démontre que c'est leur compétence qui va les permettre. Au lieu de laisser courir un système où on dit qu'aristocratie, le gouvernement par les incompétents. C'est-à-dire que où les gens sont là où ils sont, à cause de leur affiliation politique, à cause de ce qu'ils connaissent, mais pas à cause de ce qu'ils connaissent eux-mêmes. Donc, il faut cette transition. Il faut une véritable rupture. Parce que les Camerounais, quand on parle de transition, ils voient le Mali, ils voient la Guinée, ils voient un peu le Gabon, ils disent que mais vous êtes élu, pourquoi est-ce que vous parlez de transition étant déjà élu? Moi, je pense que moi, si vous comprenez la transition, j'ai dit que je fais un seul mandat, je m'assure que tout est bien clair, ça s'organise et je m'en vais. C'est généreux ça. C'est pas généreux, pourquoi généreux? J'ai 72 ans. Vous gardez le septennat, si vous êtes élu à 72 ans, vous en sortez à... C'est même possible qu'elle soit plus courte. Mais je pense qu'il faut absolument... moi, quand j'étais au lycée bilingue, il y a des officiels qui venaient me dire écoute, vous êtes l'avenir du Cameroun. J'étais, je crois, en terminale ou en seconde. Bon, voici aujourd'hui, 46 ans de carrière comme avocat, ces mêmes personnes sont là. Bon, l'avenir que je suis le Cameroun de demain, oui, c'était où là? Donc je pense qu'il faudrait ouvrir.
Ouvrir de l'espace, donner les opportunités aux jeunes. Akeremouna sait que l'avenir du Cameroun repose sur sa jeunesse. Pour lui, il est impératif d'ouvrir des espaces, de donner des opportunités aux jeunes pour qu'ils puissent prendre part à la construction de leur pays. Sa proposition est séduisante. Réformer les institutions pour permettre aux jeunes talents d'accéder à des postes clés et injecter une dose d'innovation et de modernité dans la gestion publique. Cependant, cette promesse soulève des questions et des interrogations. Peut-on réellement croire à un homme souvent considéré comme un fils à papa, ayant lui-même bénéficié des largesses du régime qu'il critique aujourd'hui? En tant que fils de Salomon Tandem Mouna, l'un des premiers ministres du Cameroun et proche collaborateur de Paul Biya, Akeremouna traîne l'image d'un héritier privilégié. Mais l'homme s'explique avec clarté. Pour lui, il ne s'agit pas de régner ses origines, mais de les transcender pour servir une cause plus grande, celle de l'avenir du Cameroun. On l'écoute une fois de plus. Vous, Maître Akeremouna Kanda, l'élection présidentielle au Cameroun, et qu'on vous renvoie dans la rue en disant « Ah, c'est un fils Mouna, c'est un fils du régime, qu'est-ce qu'il peut venir avec, qu'est-ce qu'il peut proposer de nouveau alors qu'il a grandi dans ce régime ?» Écoute, je suis content que vous posiez cette question. Ceux qui le lisent ne me connaissent pas du tout, ne connaissent même pas mon parcours. Il se limite à l'affiliation. Et il se limite à l'affiliation. Cher ami, j'ai fait des études aux États-Unis. J'ai travaillé pour payer mes études. Je suis revenu. Je n'ai jamais travaillé pour une institution étatique. Tous les galons que j'ai supposé appeler ici, je les ai vus à l'étranger, à travers des élections. Tous les postes que j'ai obtenus, les gens parlent des élections. J'en ai connu. Au barreau du Cameroun, c'est ce que c'est, fait des élections au barreau du Cameroun. L'Union africaine, j'ai fait des élections. Et consort de l'Union africaine, j'ai fait des élections. Transparency, Cameroun et Alliance nationale, j'ai fait des élections. Conseil international de lutte contre la corruption, j'ai fait des élections. Ça veut dire que je sais ce que c'est. J'ai une expérience de la vie. De mon propre fait. Vous n'êtes pas un fils à papa. Vous n'êtes pas un fils à papa. Fils à papa, bon, je suis un fils à papa. J'ai un père qui m'a appris, n'est-ce pas, les bases de survie. Quand je partais à l'internat, je passais par le bureau de mon père, son étude à la maison, et il ouvrait la valise. Je vais avoir quoi dedans? 2 tenues pour les cours, une tenue de sortie, mon pyjama, mon tennis, et voilà. Rien d'extravagant. Mon père était à l'époque vice-président de la République. Pour lui, c'était important que je ne pense pas que je suis différent des autres enfants. Je vais vous dire une histoire assez rigolo. Quand j'étais avec mon frère, j'en avais, je crois, 6 ou 7 ans, on nous a acheté des bottes pour la pluie. Mais c'était vers la fin de la saison, on ne pouvait pas les porter. On ne pouvait pas les porter pour aller à l'école parce que mon père dit que vous portez les chaussures comme les autres. Mais à 1h du matin, il a plu. J'ai réveillé mon frère, je lui ai dit, mais écoute, il pleut, portons les bottes pour au moins en profiter avant la fin de la saison. J'ai vécu comme ça, ma propre fille maintenant qui a 42 ans, qui est aux États-Unis. À l'âge de 10 ans, à l'âge de 19 ans, conduisait un bus entre Manhattan et Bronx pour transporter les étudiants. C'est comme ça qu'on a été élevés. Donc, les gens qui disent, ah, fils à papa, je ne sais pas de quoi ils parlent. Ils voient les enfants de ministres et autres aujourd'hui, ils pensent que c'est cela. Pas du tout. Je marchais pour aller à l'école. Bien que mon père avait dans le parking 18 voitures de l'État. Donc on ne doit pas vous mettre à la même enseigne que Franck Biya, par exemple. Ah, je ne sais pas. Je vous dis mon vécu et l'éducation que j'ai eue. Une éducation forgée donc par ses propres forces. Voilà ce que l'on retient. Malgré les privilèges apparents liés à son nom, Maître Akeremouna insiste sur le fait que son éducation, bien que marquée par un environnement privilégié, est le fruit de ses propres efforts. Diplômé de prestigieuses institutions, il a su se frayer un chemin dans le monde professionnel et devenir une figure incontournable du droit et de la gouvernance en Afrique. Aujourd'hui, il souhaite mettre cette éducation et cette expérience au service du Cameroun. Alors que les évêques catholiques appellent ouvertement au départ de Paul Biya en 2025, Akeremouna se positionne comme un challenger sérieux face à un régime qui semble vouloir
s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. L'homme n'est pas là pour perpétuer un héritage politique ou pour satisfaire des ambitions personnelles. Il est là pour offrir une alternative crédible, une vision claire pour le Cameroun, avec une éducation forgée par la persévérance et une détermination à toute épreuve. Akeremouna compte bien porter un message d'espoir et de changement à travers tout le pays lors de la prochaine présidentielle. Akeremouna. Mais sur les sorties, notamment celle de Monseigneur Cléda, qui pense que appeler à la candidature du président Paul Biya est irréaliste, comment est-ce que vous avez réagi? Je pense qu'il a été même doux. Non. Il aurait pu dire pire. Écoute, je ne veux pas aller vers l'évêque de Yagua. Qui a convoqué le diable. Justement. Ah oui, justement. Mais je pense que la situation aussi, est aussi grave que ça. Oui, il y a un sursaut patriotique. Je vous dis, il y a un sursaut patriotique. Et ce sursaut, c'est de permettre... D'ailleurs, quand vous êtes leader, et le fait que vous soyez leader prête à controverse, vous partez. C'est ce que Trudeau vient de faire. Controverse. C'est ce que le Premier ministre de l'Angleterre... Visiblement, ce n'est pas la position du président Biya, qui dit que sa détermination à vous servir reste encore intacte. Donc, vous savez, si vous voulez parler du président Paul Biya, il y a quelque chose qui m'a choqué. Quand on lui avait demandé, c'était le journaliste français, lui a demandé, est-ce que vous serez candidat? Il a dit, attendez. Le moment venu, il se prononcera. Vous serez si je vais au village ou si je reste. Bon, il y a la place d'élection dans tout ça. Les élections peuvent l'envoyer. Ah mais ça veut dire que les élections qui reste au pape dépend de lui. Et c'est le système qu'on a. C'est le système. Vous voulez nous donner l'impression que vous ne croyez pas aux élections? Non. Mais je crois. Et je pense que la seule porte de sortie que nous avons pour mettre le Cameroun sur pied est devant un Cameroun paisible. Bien sûr que je crois aux élections. Et je voudrais que aussi les Camerounais y croient. Croire aux élections, mais surtout aux élections libres et transparentes. Pour Maître Akeremouna, les élections ne sont pas une fin en soi, mais le début d'un processus démocratique. Toutefois, il insiste sur un préalable essentiel. Ces élections doivent être libres et transparentes et crédible. L'homme d'une ténacité légendaire ne ménage aucun effort pour dénoncer la corruption qui gangrène le système électoral camerounais. Prenons l'exemple de l'affaire Glencore, un scandale emblématique de la corruption au Cameroun. En 2022, cette multinationale anglo-suisse spécialiste dans le négoce des matières premières a reconnu avoir versé des pots de vin à des fonctionnaires camerounais pour décrocher des contrats avantageux, esquiver les audits et asseoir sa domination dans le secteur. Entre 2011 et 2018, ce sont plus de 7 milliards de francs CFA qui ont circulé dans l'ombre, nourrissant un système profondément vicié. Face à cet énième scandale, Maître Akeremouna s'est imposé en tant que figure de proue de la lutte anticorruption. Ancien vice-président de Transparency International, il a utilisé son influence et son expertise pour dénoncer cette mafia institutionnalisée. Sa pression constante, combinée à celle de l'opinion publique, a contraint Paul Biya à ordonner une enquête sur cette affaire. Mais Akeremouna ne s'arrête pas là. Pour lui, ce n'est pas seulement une enquête qu'il faut, c'est une refonte totale des pratiques politiques et administratives du Cameroun. Maître Akeremouna. J'ai passé 4 ans pour enquêter sur la corruption dans Glencore. Vous vous rendez compte que des gens sont d'un niveau de témérité qui vendent le pétrole du pays à 70% de décompte. Et aucune enquête. Et cela dit, oh, il n'y a rien, rien. Puis elle dit, oh oui, on a déposé plainte. Et puis, plus rien. Mais quand même, 30% de décompte. 400 000 barils de pétrole vendus, je crois, en avril 2020. Des documents tronqués. Il a été dit que c'est un système opaque.
AMF dit la même chose. Le Tchad, j'ai dit tantôt, dit que vraiment nous allons partir ailleurs avec, parce que la corruption au Cameroun, ça ne nous permet pas d'utiliser votre port. Tous ces gens disent ça. Haïti a dit la même chose. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tant de cris, il y a quelque chose qui ne va pas? Mais quand même. Et les gens maintenant ont vu que bon, rien ne se passe. On va faire, puis quoi encore? Mais ils ont raison. Ils ont raison. Dernièrement, Bourbon, qui a été condamné à Marseille, en France. On a condamné des employés de Bourbon pour avoir corrompu les Camerounais. Et ils ont été condamnés. Mais qui sont ces Camerounais qui ont corrompu? On est maintenant comme un pays de drogue de l'Amérique latine où des avions partent du Nigeria avec des billets de banque dans un avion loué pour venir payer des officiels camerounais. Est-ce que vous êtes fiers de ça, vous? Mais quand même, on en parle partout dans le monde entier. Le plus grand scandale d'un trader à pétrole, Glencore, Cameroun est concerné. Et nous, mais rien ne se passe. J'ai porté plainte aussi comme citoyen, comme le code me le permet. On ne m'a jamais appelé un seul jour. Je dois dire que quand même, il y a le ministre des Finances qui fait un travail, n'est-ce pas, qui compte des impôts. Mais les gars qui ont volé tout ça là, ils sont peinards. Akeremouna n'est pas un candidat ordinaire. À 72 ans, il incarne une expérience solide, une détermination à toute épreuve et une vision ambitieuse pour le Cameroun. Ses idées sont claires: réconcilier un pays divisé, offrir un avenir aux jeunes, réformer un système gangréné par la corruption et replacer le peuple au cœur de la gouvernance. Dans un contexte où le président Paul Biya reste une figure omniprésente et où l'opposition peine à s'unir, Akeremouna propose un chemin différent. Il ne se contente pas de dénoncer, il agit, il propose, il inspire. De l'affaire Glencore à son engagement pour des élections libres et transparentes, en passant par son appel à une opposition unie, il veut faire souffler un vent de renouveau sur le Cameroun. Mais le défi reste immense. Entre un régime enraciné, une opposition fracturée et une société en quête de changement, Akeremouna doit prouver que son audace et sa ténacité peuvent transcender les obstacles. Pour les Camerounais, 2025 pourrait être l'année d'un nouveau départ. Avec Akeremouna, l'espoir d'un Cameroun réinventé semble à portée de main.